toutes, bonjour à tous et bienvenue dans l'école du futur. Au programme aujourd'hui, habitude numérique bien ordonnée commence par soi-même. Évidemment, les enfants passent les parents à la moulinette cette semaine dans la famille tout écran. Isabelle Rouen a une idée derrière la tech et Isabelle, aujourd'hui, avec toi, on va revenir sur ChatGPT, évidemment. Avec les IA génératives, on parle de plus en plus d'automatisation au travail, mais est-ce qu'on va tous être remplacés par des robots? Pas tous, heureusement. Ah ben justement, on en parlera avec toi et avec, évidemment, nos débatteurs du Club Actu. En première partie, vous avez aimé le match Booba contre Caris, vous allez adorer la version Elon Musk contre Mark Zuckerberg. Après des échanges musclés sur Twitter et Instagram, les deux milliardaires ont accepté de se rencontrer sur un ring de MMA, combat d'ego en perspective, mais surtout, que nous dit cet octogone de la géométrie variable des Big Tech? On en parlera. En deuxième partie, vous avez toujours voulu louer la maison de Barbie. Vous en avez rêvé, ça tombe bien parce que Airbnb va le faire pour la sortie du film éponyme en juillet. On ne sait pas si Margot Robbie ou si Ryan Gosling seront de la partie, mais en tout cas, cette opération de méga marketing fait grincer les dents, notamment des législateurs accusés de concurrencer le logement étudiant. On fera le tour du propriétaire de cette question dans un instant. À mes côtés pour débattre mieux qu'en octogone, Rodrigo Sepúlveda-Schultz, investisseur, grand connaisseur de l'écosystème tech, des écosystèmes même au pluriel, pour Sepúlveda Capital. Bonjour à toi. Bonjour à vous. Et le héros, le seul, l'unique, le vrai, Stéphane Zibi. Ionis X, on refait le Mac RCJ. Il est littéralement de tous les projets, de tous les plateaux. Bonjour à toi. Bonjour Marjorie, bonjour. T'es pas heureux d'être présenté comme ça? Je sais plus, voilà. Je dis rien. Il ne sait plus. C'est bien dommage parce que justement, on a 45 minutes pour débattre. Tout et tous ensemble, mais d'abord, focus. Les parents veulent faire attention à la consommation numérique de leurs enfants. Oui, mais est-ce qu'ils savent montrer l'exemple d'abord? C'est pas si sûr. Des mots tout de suite avec la famille tout écran et le Clémy. On vous a préparé quelque chose. C'est pour la fête des mères? Non, c'est plutôt pour la défaite des mères. Bon, je vais vous laisser, moi. Celle des papas qui mentent aussi. Vous passez votre temps à nous dire de ne pas être scotché à nos écrans. Sauf qu'on a mené l'enquête. Vous êtes accro. Oh, non, c'est pas vrai. On fait attention. Très attention. On a des preuves. Il y a des têtes qui vont tomber. Voici le téléphone de maman. Regardez ce que nous avons découvert. Maman, je peux prendre ton téléphone pour jouer? Non, tu touches pas à mon téléphone. Et puis tu sais très bien que j'ai pas de jeu dessus. J'en étais sûre. Elle est au niveau 451 sur Glossy Fruity Loops. Maman, nous avons de quoi te faire tomber. Mon beau-père limite nos temps d'écran. Ce que vous allez voir va vous choquer. La vérité est insoutenable. Mais c'est pour ça que je fais tout le temps des rêves avec la musique de Mario en ce moment. Le juge ne va pas vous rater. C'est à vous, adultes, de montrer l'exemple. Alors commencez par limiter votre consommation et installez le contrôle du temps d'écran sur votre smartphone. Vous serez plus crédible. Je vous déclare coupable. Vous serez condamné à faire un gâteau au chocolat toute la semaine. Petit côté strict me rappelle quelqu'un. Attends que je sois libérée, toi. Stéphane, est-ce que tu sais montrer l'exemple en matière de consommation numérique avec tes enfants? J'ai donné quelques règles, oui, à l'époque, oui. Oui, tu as donné quelques règles, mais est-ce que tu les suis toi-même? Non. Voilà, c'est bien. L'honnêteté sur ce plateau, c'est ce qui fait toute la différence. Dans le Club Actu, j'espère... C'est la nuit que je compense, donc ils ne voient pas que je... C'est la nuit que tu compenses. On va s'arrêter là. La nuit, tu fais ce que tu veux la nuit, tu compenses si tu veux. En tout cas, j'espère que tu as bien dormi. Ça fait longtemps qu'on n'a pas sorti de phrase. Oui, ça fait dormir. C'était dommage. J'espère que tu as bien dormi la nuit dernière, ou en tout cas cette nuit, parce que là, on s'apprête à commenter un match, les amis. Elon Musk contre Mark Zuckerberg sur le ring. C'est l'affiche de la semaine et c'est surtout le sujet du club, toute première partie. Et vous le savez, aujourd'hui, pour débattre de l'actu, débattre ou combattre, on ne sait pas trop, Rodrigo Sepúlveda-Schultz, Stéphane Zibi et Isabelle Rouen. Alors, Mark Zuckerberg, Elon Musk, qui, après des échanges musclés sur Twitter, Instagram, acceptent de peut-être au printemps prochain, se retrouver sur un ring, sur un octogone. Selon le site TMZ d'ailleurs, qui a quelques informations, ça pourrait bien avoir lieu lors de l'UFC 300. C'est un événement qui est en préparation par l'UFC, la fédération de MMA américaine, pour le printemps 2024. Ce serait à Las Vegas.
c'est des enfantillages de milliardaires ou c'est une véritable lutte entre deux CEO qui ont toujours été rivaux dans la vallée? Rodrigo. Moi, je trouve ça absolument pathétique. Exactement. C'est deux personnes qui ont transformé de manière extrêmement profonde la vie de milliards de personnes. À la fois sur les réseaux sociaux pour Mark Zuckerberg avec Facebook, avec, je sais pas, bientôt 10 industries probablement pour Elon Musk. Et ils n'ont rien d'autre à faire que des enfantillages comme ça. Ils vont devoir se préparer. Problème, Mark Zuckerberg est très entraîné, il a 39 ans. Elon Musk est gros et pâteau comme moi, il a 52 ans, il est sûr de perdre. C'est pathétique. Si j'étais actionnaire des deux boîtes, je disais, mais comment c'est possible que ces deux patrons n'aient rien d'autre à faire en tant que milliardaire que d'aller se battre sur un ring devant tout le monde? Ouais, parce que c'est-à-dire qu'il y a l'affichage, en effet, qui peut faire rire la galerie de la Silicon Valley par ailleurs, mais il y a quand même des gens aux commandes derrière leurs multiples entreprises, derrière le groupe Meta pour Mark Zuckerberg et derrière, tu l'as rappelé, la pluralité d'industries que détient Elon Musk. Les investisseurs, ça les fait vraiment rire, Stéphane? Ah, je sais pas, je crois pas. Moi, quand j'ai vu ça, je pensais que c'était une blague. J'ai regardé si on était le 1er avril. C'était pas du Gorafi, hein. Bah non, j'aurais bien aimé, ou bien, mais même pas, c'est même pas drôle en fait. C'est nul. C'est quel est l'intérêt? Tout ça parce qu'il y a potentiellement un concurrent de Twitter qui va peut-être émerger de Meta. Non. C'est quoi? Mais c'est quoi ces bêtises? Je ne pense pas qu'Elon ait peur d'un concurrent pour Twitter. Il y a 3 conséquences potentielles positives de ce débat. C'est une énorme opération d'RP, on n'arrête pas de parler d'eux. Tout le monde en parle, donc tant mieux, c'est de la pub gratuite dans tous les médias du monde. J'ai vu passer une brève comme quoi il pourrait faire jusqu'à 1 milliard de revenus en pay-per-view en vendant ce truc. Pourquoi pas? Mais ça ne change rien à leur fortune personnelle. Et ça peut juste rassurer les équipes qu'ils n'ont pas un débilito à la tête. Facebook vient de perdre un projet qui faisait 10 milliards par an sur le métaverse, donc se redresser un petit peu. Elon Musk, c'est un mec extraordinaire que j'ai pu rencontrer il y a longtemps. Sa dernière fusée vient d'exploser. Donc voilà, pour se dire, on est encore aux commandes. Mais c'est pathétique, c'est des gens comme ça ne devraient pas faire ça, ils ont une responsabilité, comme Spider-Man, avec des grandes opportunités, des grands pouvoirs viennent de très grandes responsabilités. Donc ça veut dire qu'un président d'une big tech ne devrait pas dire ça? C'est pire que ça. C'est ces deux personnages qui prennent des décisions qui influencent nos vies au quotidien. La technologie qu'on utilise ici en Europe est décidée par ces deux bonhommes. Quand on n'a pas le droit de montrer des seins sur Instagram, c'est parce que l'entourage et lui-même de Zuckerberg ont refusé de faire cela. Ça ne fait pas partie de notre culture. Les impulsions de se battre à coups de poing plutôt que de raisonner par la parole, c'est ce que fait Elon Musk. Comment est-ce qu'on peut autoriser à être dans cette espèce d'esclavage digital de deux débilitos qui vont aller se battre dans un octogone? Ça n'arrivera pas d'ailleurs. Hein. Le match n'aura pas lieu. On verra bien le printemps prochain. Et en l'occurrence, il y a notamment certains champions de MMA qui se félicitent dans quelques sources et donc sur quelques réseaux sociaux d'épauler ou l'un ou l'autre des futurs peut-être combattants. J'aurais quand même qu'on revienne, tu l'as un peu évoqué il y a une seconde, Rodrigo, mais qu'on revienne vraiment sur le nœud de départ de cette grande brouille Elon Muskienne et Mark Zuckerbergienne. En l'occurrence, tout est parti de ce projet dévoilé par la presse américaine, des rumeurs du lancement par Meta d'une plateforme concurrente à celle de Twitter, un projet qui est baptisé P92 et qui pourrait proposer un réseau social décentralisé. D'abord, est-ce que ce P92 Project existe pour de vrai dans les cartons de Meta? Et pourquoi est-ce que Elon Musk devient orangina rouge quand il en entend parler? Stéphane? S'il existe, j'ai vu des captures d'écran, après on ne sait pas, ils n'ont pas confirmé, mais s'il existe, pourquoi pas, mais c'est compliqué quand même de partir quelques années après. La seule chose qui passe, qui sont décentralisés, ce que était censé faire Jack Dorsey, le fondateur, un des fondateurs de Twitter et ancien président, et qui a refait un truc qui s'appelle Blue Sky, je crois d'ailleurs, qui ressemble à ça d'ailleurs, qui est ça. Démarrer de zéro, pourquoi pas, mais c'est compliqué, hein, mais il faudra vraiment qu'il y ait une expérience exceptionnelle. Je crois que c'est basé sur Insta, il me semble, parce que j'ai pu voir. Maintenant, est-ce que ça peut inquiéter? Twitter, de toute façon, et depuis qu'Elon Musk a repris, de toute façon, ils perdent des annonceurs, il fait tout un tas de choses. Je crois qu'il ne sait pas où il va, quoi. Pour moi, il a
problème de vision sur ce projet-là qu'il a été peut-être un peu forcé d'acheter. Parce que... Moi, j'ai plusieurs commentaires. En fait, la bataille entre les deux, les Américains aiment bien dire un feud, a commencé en 2016 quand une explosion d'une fusée de SpaceX d'Elon Musk a explosé un satellite de Facebook. Donc, ils ont commencé à s'insulter à l'époque déjà sur les réseaux sociaux. Deuxième, concurrent de Twitter, ça va être très très compliqué. Il y a plein d'initiatives dans l'open source. Il y a Mastodon, je ne sais pas si vous avez déjà essayé. C'est super compliqué. Il y a des clans super compliqués. C'est pas vraiment user-friendly. On en a notamment beaucoup parlé avec le troisième commentaire, c'est que Facebook, ou en tout cas Meta, maintenant, comme l'entreprise a été renommée, est une machine à photocopier. Tout leur succès, ça a été soit du M&A en rachetant des boîtes, ils ont racheté Instagram, ils ont racheté WhatsApp, donc de fusion-acquisition, donc c'était 1 milliard pour Insta, c'est devenu un truc énormissime, 19 milliards pour WhatsApp, truc énormissime, les Reels copiés sur Snap. C'est le jeu, c'est la concurrence ouverte, c'est le jeu. Moi, je ne m'attarderai pas sur le fait qu'il y ait ou pas un concurrent Twitter. Les dirigeants du monde sont sur Twitter, les politiques sont sur Twitter, les artistes sont sur Twitter. Ça ne changera pas du jour au lendemain. C'est la manière de se rapprocher de la manière la plus rapide de sa base de followers. Alors, il y a aussi, vous le savez, on l'a décrit dans cette émission, la fameuse X Super App dans les cartons de Twitter, qui serait une super application comparable à celle qu'on peut utiliser notamment en Asie avec Weibo et WeChat, où l'ensemble de nos vies numériques et de nos vies physiques sont intégrées. Isabelle, est-ce que tu y crois et est-ce que tu penses que, encore une fois, cette brouille Zuckerberg-Elon Musk, en réalité, c'est plus du business qu'autre chose? Je pense que c'est du business et je pense que c'est de l'audience surtout. C'est-à-dire qu'effectivement, on ne parle que de ça. C'est très visible. Après, est-ce qu'il y a un fond derrière stratégique? Je ne pense pas. On sent que c'est quand même vraiment un truc qui a été fait à l'instinct. J'y crois pas, moi. On n'y croit pas. On n'y croit pas bien, de façon générale, un peu sur ce plateau. Et il n'y a quand même pas que, en l'occurrence, Elon Musk qui a des choses à reprocher à Mark Zuckerberg, qu'il qualifie régulièrement de Zuckerberg 16, en référence à Louis XVI. Il y a aussi Tim Cook. Souvenez-vous, ça fait quand même maintenant quelques saisons que Apple est devenu le chevalier blanc de la privacy, et qui n'hésite pas à égratigner d'ailleurs le CEO de Meta à chaque keynote pour ses dérives en matière de gestion, non seulement des data, mais aussi de la vie privée de ses utilisateurs et de ses utilisatrices. Mark Zuckerberg, c'est devenu un petit peu finalement le canard boiteux de la vallée, Stéphane. Rodrigo l'a un peu dit, c'est quand même une machine à photocopier. C'est vrai, il y a eu Facebook. Facebook a connu des difficultés, ça c'est certain, mais c'est vrai que les succès principaux du groupe sont liés à des rachats. Et quand ils ont fait des initiatives sur les métaverses en particulier ou les crypto-monnaies, les projets posent quelques interrogations. Je crois qu'ils ont arrêté tout en crypto. David Marcus avait lancé un projet. Tu te rappelles Voilà, Libra. Et donc voilà. Qui avait changé de nom d'ailleurs d'appellation pour s'appeler Diem à un moment donné, et qui avait lancé notamment une association qui devait pouvoir permettre l'émergence aussi de l'utilisation. Et la première ligne, la deuxième page de Libra du white paper disait de toute façon la technologie ne peut pas scaler. C'était marqué dans le white paper. Ce qui est quand même un peu dommage quand même pour une techno, surtout celle-ci. Mais en tout cas non, voilà. Et donc moi, je pense quand même que s'il y a bien, quand on regarde les GAFAM ensemble, s'il y a bien un des GAFAM qui n'a pas su diversifier comme il fallait, c'est bien Facebook. Microsoft, je crois que c'est le meilleur modèle d'ailleurs pour ça. Mais une entreprise qui dépend que d'une chose. Nous, les cliqueurs, et on est le produit, ils n'ont pas fait ce qu'il fallait. Donc c'est sûr que. Puis là, on est plutôt en faiblesse par rapport aux autres. Donc quand on est en faiblesse. Un commentaire, on se moque de Mark Zuckerberg. Je ne sais pas si vous avez visité le campus, mais ils ont racheté au départ le bâtiment de Sun Microsystems, un truc historique à Menlo Park. Puis après, ils ont acheté tous les terrains. C'est une entreprise énorme. Ils étaient passés de rien quasiment aux 15 000 personnes, 70 000 personnes en 3 ans. Rappelons que la boîte, elle vaut 750 milliards de capi. Mais c'est beaucoup. De capi, c'est capitalisation. De capitalisation boursière, c'est dans le top 10 mondial des boîtes de technologie, de création d'emplois, d'impact, de nombre d'utilisateurs. Ils ont juste un dirigeant à leur tête qui est un petit peu à l'ouest, quoi. Ce qui est dommage quand même pour une entreprise de cette importance-là. Elle était dirigée à l'époque, si vous vous souvenez, par Sheryl Sandberg, qui était son bras droit, qui dirigeait vraiment l'entreprise. Qui est parti depuis. On s'est quand même un petit peu viré aussi sur rumeur de la presse, notamment pour... Il y avait peut-être des scandales qui allaient ressortir. Tout à fait, absolument. Alors attends, pardon, si Mark Zuckerberg est à l'ouest...
Je me demande si Elon Musk n'est pas... Enfin, il est certainement pas au Zénith, en l'occurrence. Hein, il est habitué aux pitreries, Elon Musk. Je ne sais pas si vous l'avez vu l'autre jour à Vivatech. On l'a vu. Quand Maurice Lévy lui demande mais comment vous faites, lui dit comment vous faites pour faire tout ça en même temps, mais il répond maintenant à crystal meth, donc je prends de la drogue. Et après il dit non, c'est une blague. Enfin, il est habitué de ses réponses impulsives, il fait des bêtises. Mais d'un autre côté, juste pour rappeler, je ne sais pas si vous avez lu à l'époque ce portrait d'Elon Musk, c'était vers 2011 dans Wired Magazine, qui racontait comment il avait créé Tesla. C'est incroyable, ce type est incroyable. Enfin, il a créé Tesla en rachetant l'idée quand même. Oui, mais enfin il avait fait 170 millions perso sur PayPal, il a mis 170 millions dans Tesla. Il était à une semaine d'être totalement ruiné. Il a tout mis, il a fait un coup de poker. À l'époque, ce qu'il a sauvé, c'était un deal avec Mercedes. Il a invité le patron de Mercedes à venir le voir. Le mec a dit, bon, ok, je viens. Et il lui dit, voilà, on va faire une classe A électrique. Et le patron de Mercedes lui a dit, mais ça n'arrivera jamais, c'est impossible. Et bien, 15 jours avant, sur sa carte de crédit, Elon Musk est allé envoyer un mec acheter une voiture au Mexique, qui l'a ramené. Et en 15 jours, ils ont mis un moteur électrique, l'ont fait tourner. Le type est monté dedans et dit, ok, on a un deal. Enfin, le type est quand même génial, hein. Ouais, mais il est taré. Enfin, il est habitué des coups de poker aussi. Mais oui. Donc, est-ce que cet octogone est un coup de poker ou pas? Ça, évidemment. Le printemps ça fait parler, prochain, ça fait parler. Nous le dira. Ça fait parler. C'est un coup de com', dit Isabelle. En effet, un coup de com'. Mais un coup de com', en général, quand on fait un coup de com', il faut qu'il bénéficie à quelqu'un. Là, honnêtement, c'est un jeu à somme nulle, non? Ah oui, ça c'est sûr, ça bénéficie à quoi? Je sais pas. On parle d'eux. Oui, mais on n'a pas. On n'a pas besoin de ça pour parler d'eux. On en parle toutes les semaines, même ici. C'est du bruit, mais c'est du bruit. Ça amuse la galerie, c'est du bruit. Eux, ils doivent rigoler, en fait. Ils n'iront pas se battre. Oh, Elon Musk n'a aucune chance. Donne rendez-vous ici, pas sur l'octogone, mais au printemps prochain pour pouvoir en reparler. Mais Zuck, il gagne des tournois de jiu-jitsu, il est super entraîné, il a 39 ans, l'autre, il est pâteau et gros, il n'a jamais fait de sport. Georges Saint-Pierre, côté Canada, et côté Elon Musk, qui est censé être sparring partner. Hein. Oui, ben moi, tu me fais pas courir un marathon, même en mettant Georges Saint-Pierre. Hein, donc, Ok, écoute, on testera, justement. On va proposer à Georges, on l'appelle tout de suite. Est-ce que le meilleur arbitre du combat, quand même, messieurs, dames, c'est pas la Commission européenne, c'est pas Thierry Breton, parce que je rappelle juste qu'il y a quand même une petite chose. Oh, Stéphane Zibi, je vois ta moue d'ici. Non, c'est pas ça. Il y a quand même une petite chose qui s'appelle le DSA-LDMA. On a quand même rappelé de nombreuses fois que la mise en conformité pour toutes les plateformes doit se faire au 25 août prochain. La Commission européenne, non, c'est pas le bon arbitre du débat. Alors, Thierry Breton vient de passer 2 jours et demi dans la Silicon Valley. Est-ce qu'on en a entendu parler? Elon Musk a passé 24 heures à Paris. Est-ce qu'on en a entendu parler? Voilà. Moi, ce que j'adore quand je vais voir un match de basket aux États-Unis, c'est que toute la foule crie offense, offense, et l'autre foule crie defense, defense. Ben voilà, nous on est en défense, on va faire de la régulation. Donc DSA, c'est génial, ça dit en gros, hein, tout ce que vous dites doit être vrai. D'accord. Bien sûr. Et DMA dit oh, vous n'avez pas le droit de prendre tout le gâteau, hein, faut nous laisser de la place. C'est bien, vous n'avez pas le droit d'être un monopole sur notre marché, mais ça n'apporte pas d'innovation, ça ne fait pas des disruptions de nouvelles industries, ça ne fait pas sortir de nouveaux acteurs émergents. Je vous rappelle, la taille totale de l'écosystème tech en Europe est de 3 trilliards. Apple vaut 2,7 trilliards en bourse. Donc au lieu de faire de la régulation, peut-être faudrait inventer des choses de comment développer l'innovation et des entrepreneurs en Europe. Dis donc, Stéphane Zibi, tu changes pas un peu d'avis quand ton copain est en plateau? Non. Bon, quand même, légèrement. Mais non, c'est pas ça. C'est que pour eux, c'est une épine qu'ils ont dans le pied qu'ils sont obligés de gérer. Et voilà, et ils sont obligés de gérer. Bah oui. Je vais sortir ma carte Commission européenne avec Isabelle Rouen, parce que Isabelle, tu es notamment représentante sur les questions digitales pour la DG Connect, qui est la direction générale associée au commissariat de Thierry Breton. Est-ce que quand même on peut dire que le DSA et le DMA, ça peut réussir à mettre, allez, peut-être pas un point d'arbitrage total, mais en tout cas, au moins pouvoir faire un tie-break? En tout cas, si on n'avait pas DSA et DMA, l'Europe ne pourrait pas se défendre. Je te rejoins sur le fait qu'on a besoin de géants technologiques en Europe. On a pris du retard sur la course aux plateformes, sur la course au cloud, et ainsi de suite. Mais la régulation est quand même une solution qui a le mérite d'exister et qui a fait bouger les différentes plateformes. RGPD a fait bouger les lignes sur la protection des données. Et aujourd'hui, les géants de la tech, qu'ils soient chinois ou qu'ils soient américains, ont eu besoin de s'y conformer. Donc moi, je suis plus réservée que vous. Effectivement, je prends ma casquette et mon drapeau européen pour le faire.
C'est pas la panacée, la réglementation. C'est nécessaire et c'est pas suffisant. C'est-à-dire qu'on a besoin de cette réglementation-là et après on a besoin de beaucoup d'investissements pour créer des géants technologiques dont on soit fier et qui surtout nous permettent de rester dans la course et dans le game. Je vais vous donner quelques commentaires. Il y a 3 semaines, la Commission européenne a annoncé avec grand communiqué de presse qu'ils avaient enfin réussi à mettre 20 pays ensemble pour investir 21 milliards dans les semi-conducteurs et faire 3 usines. Le même jour, le Japon tout seul investit 100 milliards, 5 fois plus, dans l'hydrogène. Voilà comment on va à la course à l'innovation. On a un problème là-dessus. C'est toujours comme ça, de toute façon. C'est-à-dire qu'on part à la course en boitant ? C'est-à-dire qu'on part à la... Il faut changer de mentalité. Il faut changer de mentalité. Il faut se dire qu'on peut créer des nouveaux secteurs qui nous ressemblent, qui défendent soi-disant ce qu'on appelle nos valeurs européennes et ne pas essayer de copier systématiquement les Américains. Là, on a financé une boîte, je ne citerai pas, avec un chiffre énorme. Il n'y a pas de puces disponibles sur le marché avant 1 an qui peuvent acheter pour lancer leur système. Il n'y a pas de puissance de calcul en Europe pour concurrencer ce système. McKinsey a sorti un rapport en septembre de l'an dernier qui comparait la compétitivité de l'Europe par rapport à la Chine et aux États-Unis. Si le meilleur entre la Chine et les États-Unis est 1, l'Europe en moyenne est à 0,6. Ils ont regardé 10 secteurs, les secteurs font entre 1 et 4 trilliards en moyenne à 2040. Sur les choses importantes, on est à 0,3 ou à 0,4. Mais pas que sur des secteurs tech, on le pense. Ça ne parle que de secteur tech. Ah d'accord. Donc le quantum, les télécoms, l'enterprise software, le quantique, pardon, mon franglais, l'enterprise software, le cloud, la blockchain, etc. Il n'y a juste pas la défense, ils n'ont pas regardé tout le secteur de la défense là-dedans. Il faut passer la 6e tout de suite. On sent que le prochain octogone, c'est Rodrigo Sepúlveda-Schultz, Thierry Breton. Ça va être sympa. Mais Jean-Claude Van Damme, préféré de l'innovation, vous restez avec moi, bien évidemment, sur ce plateau, parce que dans un instant, on va peut-être essayer de louer la maison de Barbie sur Airbnb. C'est drôle, certes, sauf que ça ne fait pas rire du tout les législateurs, notamment en France. Mais d'abord, on fait un tour du côté de la planète tech. Et c'est le zap de mon combattant adoré, niqué préféré, Édouard Deniau. Maschine, die er selbst geschaffen hat, die aber mehr kann als ihr Programmierer, weil sie lernfähig ist? Die menschliche Denkfähigkeit, seine Intelligenz, hat ihm in der Evolution den entscheidenden Vorteil verschafft. Jetzt hat sich der Mensch Konkurrenz geschaffen mit der künstlichen Intelligenz. Et ce robot nous fait très très peur en plateau, je peux vous le dire. Je sens frémir Rodrigo Sepúlveda-Schultz, je sens frémir Stéphane Zibi, mais surtout je sens Isabelle Rouen tout à fait prête à nous délivrer son idée derrière la tech.
Isabelle, avec toi aujourd'hui, oui. Allez, on va pas se mentir, on a beaucoup parlé de ChatGPT quand même cette saison. On en parle aussi d'autant plus dans l'automatisation du travail. Est-ce qu'on va être, attention, pour le tambour, tous remplacés par des robots ? Certainement pas, Marjorie. Le travail va persister et va perdurer. Par contre, effectivement, c'est vrai que ça fait peur, ça fait couler beaucoup d'encre. Il y a une étude de Goldman Sachs qui est sortie en mars 2023 qui parlait de 300 millions de destructions d'emplois. Donc c'est vrai que ça crispe, mais quand on lit l'étude un petit peu dans le détail, elle parle aussi de 7 points d'augmentation du PIB. Donc il faut quand même savoir raison garder et savoir en fait ce que l'automatisation va nous amener comme gain de productivité. Moi, je me suis intéressée à une étude qui est plus récente du World Economic Forum qui en fait a regardé les secteurs qui sortaient gagnants grâce à l'IA générative et les secteurs qui allaient sortir perdants. Alors, grâce à l'IA générative et aussi grâce au mouvement de décarbonation de l'économie. Alors, les secteurs qui s'en sortent pas très bien, il y a malheureusement les médias, il y a l'administration, il y a tous les secteurs qui sont liés à la distribution, donc des secteurs sur lesquels on peut avoir beaucoup d'automatisation. Ouais. Les grands gagnants, c'est l'éducation, c'est l'agriculture, c'est tout ce qui est en fait métier du soin, de l'attention. On manque de gens pour s'occuper de nos enfants, de nos aînés, on manque de gens pour s'occuper de nos clients. Donc c'est là où on va avoir beaucoup de création d'emplois. Donc l'IA ne va pas remplacer le travail. Par contre, les humains qui ne sont pas à l'aise avec l'IA générative risquent d'avoir des soucis d'employabilité. Ouais, c'est ce que dit souvent Julie Babinet, qui était là il y a quelques jours sur le plateau de l'École du Futur. C'est pas tant de l'IA qu'il faut avoir peur, mais de ceux et celles qui sauront la maîtriser versus ceux et celles qui ne sauront pas. Exactement. C'est là qu'est tout le sujet. Et en fait, ce qui change fondamentalement le travail, c'est l'automatisation. Il y a un rapport de McKinsey qui est sorti il y a quelques années qui explique qu'actuellement, la moitié des heures travaillées en France est potentiellement automatisable. Alors, ça ne veut pas dire que la moitié des emplois vont disparaître, absolument pas, je tiens à vous rassurer là-dessus. Et moi, d'ailleurs, ça m'a inspiré un métier, celui de stratège de l'automatisation. En fait, un homme ou une femme qui va pouvoir repenser les processus de l'entreprise, les alléger, les simplifier et s'assurer qu'ils tendent vers une finalité qui a forte valeur ajoutée. Son objectif, ça va être essayer de résoudre en fait tous les irritants, de faire en sorte qu'on perde moins de temps, de prioriser les tâches. C'est quelque chose qu'on voit de plus en plus et qui est guidé en fait dans les entreprises par 2 boussoles. Ouais. Une première boussole qui va être la satisfaction des clients et une deuxième boussole qui est la satisfaction des collaborateurs. Il y a une symétrie des attentions qui est absolument essentielle là-dedans, puisqu'en fait, il faut, quand on allège des processus, il faut que ça convienne aux clients, mais surtout, il faut que ça convienne à ceux qui exécutent ces processus-là. Donc, il y a beaucoup d'opportunités là-dedans à ce niveau-là. Et concrètement, j'imagine qu'évidemment, tu vois énormément passer d'exemples avec Colibri Talent, notamment ton cabinet de recrutement. Ça donne quoi dans le concret, dans la vie de tous les jours ? Alors, dans le concret, c'est un exemple que j'ai été chercher au Canada, à Montréal, auprès d'un Français, professeur Fabrice Brunet. Il dirige un hôpital qui s'appelle le CHUM, le Centre Hospitalier Universitaire de Montréal, et il a fait le choix d'automatiser une tâche et une seule, qui est le fait de pousser des chariots dans son hôpital. Donc, il a créé une autoroute des robots sur 26 étages. Il a supprimé les 1500 chariots qui étaient poussés manuellement par des magasiniers et il les a automatisés. Et en fait, il n'a pas fait ça pour gagner de l'argent. C'est un médecin. Il a fait évoluer ses magasiniers de 2 manières différentes. Une toute petite partie est venue faire du contrôle qualité de ce que font les robots pour remettre dans le droit chemin ceux qui s'égaraient. Et une grande partie est devenue logisticien. C'est-à-dire que les magasiniers deviennent logisticiennes et logisticiens. Ils dispatchent dans les étages les draps, les plateaux repas, les médicaments. Et ça fait gagner du temps de soignants disponible. Et les 2 indicateurs de succès que Fabrice Brunet a regardés, c'est le taux de guérison des malades et c'est leur vitesse de sortie. Et dans les 2 cas, ça s'est amélioré. Donc ça montre bien que l'automatisation, il faut la penser de manière hyper stratégique parce qu'en fait, c'est sa gouvernance qui va améliorer la vie de l'humain et c'est là qu'est l'enjeu. Du temps de soignants disponible, comme c'est bien dit Isabelle. Messieurs, vous connaissez ces questions évidemment de rapport du monde du travail à l'IA littéralement par cœur. Vous avez vu tous les 3 aussi, comme moi, ce dernier rapport de McKinsey, encore une fois, qui date d'il y a quelques jours sur ces 45% de métiers qui seront touchés par l'automatisation, 53% de métiers qui seront touchés par l'automatisation d'ici 2045. On a l'impression que les rapports se succèdent sur nos tables communes et se ressemblent, mais surtout repoussent la limite du futur de plus en plus. Est-ce que c'est aussi une bonne façon pour les cabinets de conseil de vendre leur prochain plan stratégique ? Allez. On a tous des amis consultants. Évidemment. C'est bien, donc on peut le dire, Rodrigo et moi, on va en faire. Vous allez vous marier, vous pouvez le dire ? Ok, d'accord, c'est bon. Non, mais on va en faire plein de rapports si on veut. Non, plein de rapports, mais c'est vrai que
C'est évident que l'organisation du travail va être impactée, c'est obligatoire. Il y a ceux qui seront rétifs à la techno, comme ils ont été rétifs aux smartphones, aux ordinateurs, à Internet. Retournons à Germinal. Moi, j'aimais bien le travail dans la mine. Bien sûr, tu as raison. Et ouais, je te vois bien d'ailleurs. Non, il y a ça, et il y a ceux qui vont comprendre que c'est utile et que ça améliore la productivité. Donc, ça améliore la productivité. Automatiquement, il y aura des choses positives pour l'entreprise dans laquelle ils travaillent, et automatiquement, potentiellement, il y aura des nouveaux emplois qui vont être créés, peut-être dérivés de cette amélioration de la productivité, parce que pour moi il y a une corrélation entre le nombre d'algorithmes et de robots qui sont utilisés et d'emplois. Plus il y a de robots et d'algorithmes, plus il y a d'emplois derrière qui vont être créés. C'est comme ça que ça marche. Il faut arrêter de voir. Deux exemples dans l'Europe. Ouais. Il y a 2 générations, voire même une seule génération. Le Luxembourg était un pays agricole très pauvre, et aujourd'hui c'est le premier PIB par tête en Europe, parce qu'ils sont réinventés dans une nouvelle catégorie qui sont les services. Deuxième pays plus élevé au PIB par tête en Europe, l'Irlande. Pareil, c'est un pays agricole et qui, du jour au lendemain, avec une fiscalité avantageuse, s'est réinventé dans les services. Donc, en fait, tous ces nouveaux outils, l'IA, ce n'est juste qu'un outil, permettent de se réinventer, d'accroître sa productivité, mais également sa croissance économique. Alors, comment est-ce qu'on n'arrive pas à se faire plus confiance de ce point de vue-là, Isabelle ? Je pense qu'en fait, pas forcément l'Europe, mais en tout cas, la France a pris un peu de retard sur notamment tout ce qui est robotisation. Quand on regarde le taux de robots pour 1000 salariés, on est à 17 en France, 19 en Italie, 37 en Allemagne et 77 en Corée du Sud. Donc en fait, avoir peur de l'automatisation, c'est pas la bonne réaction, parce qu'on a une énorme marge de progression devant nous, et effectivement, on crée aujourd'hui beaucoup plus d'emplois qu'on en détruit. C'est Eurostat, l'Institut statistique européen, qui dit qu'en 2025, grâce au digital et à l'IA, on a 15 millions de créations d'emplois qui arrivent en Europe, et en parallèle 6 millions de destructions. Donc en fait, on voit que la balance, elle est carrément positive. Après, le sujet, c'est de protéger les 6 millions de personnes dont le métier disparaît. Moi, je crois qu'il faut protéger les gens, pas forcément les emplois. Une tâche qu'on automatise, c'est toujours une tâche qui est répétitive, c'est souvent une tâche qui est pénible. C'est pas très grave s'il n'y a plus de poinçonneur ou de poinçonneuse au lilas, c'est pas un problème. Après, le sujet, c'est comment est-ce qu'on remet dans l'emploi. Ni de liftier, et moins de maréchaux ferrants, exactement. Après, c'est comment est-ce qu'on remet dans l'emploi les personnes concernées. Et là, pour le coup, on vit dans un pays merveilleux, la formation a quand même été très décentralisée, ça permet d'avoir des approches bassin d'emploi par bassin d'emploi, et de remettre dans l'emploi sur des métiers en tension, des gens qui ont envie de changer de métier. Donc il y a plein d'opportunités, il faut juste déminer les peurs. Tu faisais une référence à peine masquée. Non, justement, tu faisais une référence à peine masquée tout à l'heure à Mistral.ai, qui est cette pépite française qui vient de lever en à peine un mois de création 100 millions d'euros pour pouvoir financer sa version d'intelligence artificielle générative, évidemment portée au nu par le président de la République sur la scène de Vivatech. Mais tu nous disais aussi que peut-être qu'on n'avait pas les bons maréchaux ferrants de l'IA pour réussir à le faire. On n'a pas l'infrastructure technique pour le faire aujourd'hui, parce qu'on a sous-investi et qu'on ne s'improvise pas du jour au lendemain expert en quelque chose. Comme on ne saura pas concurrencer le Heavy Falcon, Falcon Heavy Rocket de SpaceX tout de suite, parce qu'on ne l'a pas. Mon commentaire, c'est juste sur protéger les emplois par rapport aux personnes. Ce vieux proverbe... protéger les personnes plutôt que les emplois. Protéger les personnes. Protéger les personnes, voilà, ça m'inspire juste ce commentaire, ce vieux proverbe soi-disant chinois ou du Mali ou du Chili, qui est on ne va pas leur donner du poisson, mais on va leur apprendre à pêcher. Et je pense qu'il faut changer les mentalités et dire aux gens, il faut embrasser ces nouvelles technologies, réinventez-vous, parce que c'est ça qui va vous apporter de la croissance. Pas juste recevoir des aides parce que votre emploi a disparu. Tout à fait d'accord. Moi, c'est pour ça que j'écris, c'est pour ça que je fais le podcast, c'est pour ça qu'on a créé et cofondé l'Observatoire des métiers du futur. C'est pour impacter positivement les pouvoirs publics et les entreprises et les collaborateurs et collaboratrices sur ces sujets de transformation du travail, avec justement des messages positifs qui donnent envie de se former et qui donnent envie de prendre chacun sa carrière et son destin en main. Je te rejoins complètement là-dessus. Dernier mot sur ce sujet avec toi, Stéphane, justement, chez Ionis, comment est-ce que tes futurs ingés, j'espère parfois au féminin aussi, prennent à bras-le-corps ces questions-là? Comment est-ce que eux-mêmes, en tant que créateurs potentiels et développeurs potentiels de technologie, anticipent ces mutations-là, ces automatisations-là du monde du travail? C'est des petits malins, des étudiants du groupe. Donc ils n'ont pas eu trop de difficultés depuis novembre, dès que ChatGPT est sorti, pour pouvoir utiliser au mieux. Nous, on a contré un petit peu ça avec un détecteur de copier-coller. Après le détecteur de mensonges, détecteur de copier-coller, voilà. Donc en gros, pour que la paresse ne soit pas à l'ordre du jour. Maintenant, ils ont une agilité de dingue, et donc c'est sûr que les projets vont être de plus en plus nombreux, et à grande partie sur les data et avec l'IA comme accélérateur. Et pour eux, ils ont une phrase toute simple
toute simple. Ils ont remplacé Google par ChatGPT et ils n'utilisent plus Google, c'est tout. Comme d'ailleurs ton fils aussi d'ailleurs a dit la même chose. Absolument. Dans une vidéo. Donc voilà, ils ont exactement. Donc pour eux, c'est leur quotidien. Donc maintenant, une fois qu'ils ont compris, donc nous on est encore sur Google, comme on a mis encore du temps de passer de la bibliothèque à Google, eux ils ont été plus rapides. Et tant mieux qu'ils aient cette agilité d'esprit. Et je pense que cette génération future, peut-être qu'ils vont nous sortir un vrai Mistral gagnant. Oh, c'est beau. Oh, c'était beau. Non, je te laisse le plaisir de ce jeu de mots qui est absolument parfait. Mais ça veut dire quoi? Et après, on s'arrêtera, on passera au sujet suivant. Mais ça veut dire qu'eux-mêmes anticipent dans la façon dont ils sont en train de fabriquer ces technologies les futures automatisations et mutations. Rodrigo? Je ne sais pas ce que font les jeunes, je suis ébahi. T'en as un qui est en train de... Oui, mais je suis ébahi de la manière dont ils utilisent ces outils. Nous, on pose une question à une bibliothèque, un truc existant, et ça nous donne la réponse qui est écrite à la page 342, chapitre 2. Le gamin, comme il a montré ce qu'il faisait, c'est qu'il parle à une personne. Et il dit, comment je fais ça? Le truc lui dit, ok, c'est fait, maintenant je fais quoi? Le truc lui répond, et maintenant je fais quoi? Ok, pourquoi là ça bug? Tu peux m'optimiser ce bout de code? C'est hallucinant. Et ils ont compris, quoi, ils l'ont intégré. Et juste sur l'IA, Macron a bien des nègres qui lui écrivent ses discours. On dit plume. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas... des écrivains. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas demander à ChatGPT de nous faire un bout du travail? Mais bien sûr. Les partenaires dans les cabinets de conseil, ils ont bien des stagiaires, des jeunes collaborateurs qui leur font les decks, les PowerPoint, les Excel. Et là, c'est pareil. Alors ça va disparaître pour le coup. Effectivement, aujourd'hui, le consultant junior, il fera autre chose, mais il ne fera plus les slides de son patron. Ah, c'est sûr. Donc, c'est très formateur pour les jeunes, mais en fait, c'est une perte de temps. Mais on peut le faire automatiser. C'est comme à l'époque, les comptables utilisaient le boulier et nous, on utilise Excel. Donc, allez, embrasser l'innovation. Définitivement votre meilleur ami. Je l'ai bien compris. Merci, messieurs, dames. Pour ce débat sur ce sujet, si je vous dis « Come on party, let's go party ». « Come on Barbie, let's go party ». Donc personne, rien. Je dirais qu'il y a eu une pénurie mondiale de peinture rose. Et c'est vrai ce que je vous dis. Non. J'allais dire, t'as pas la ref, mais il a littéralement la ref. Barbie contre les étudiants. Airbnb dans le collimateur des parlementaires français. C'est au menu du club. Deuxième partie. On vous explique pourquoi. Pénurie de peinture rose à cause de ce film de Greta Gerwig, Barbie, qui va sortir au mois de juillet dans le monde entier. Margot Robbie, Ryan Gosling, et une opération méga séduction de la part de Airbnb. Logé dans la Dream House de Barbie à Malibu. Est-ce que vous en avez rêvé, messieurs, dames? Non. Pas du tout. Ok. La fille est très jolie, je me disais bien que Rodrigo aurait pu avoir un avis sur la question. Ouais, mais on va la relooker tout de suite, hein. On va la relooker tout de suite. Qui, Margot Robbie? Oui, non, mais le rose, c'est impossible. C'est le rose Barbie, c'est le rose Barbie. Ouais. Et c'est surtout... Je tiens 5 secondes dans sa présence habillée en rose comme ça. Il va falloir tenir en tout cas tout au long de la durée du film. Si on vous en parle, c'est parce que justement, ce méga communiqué de presse et cette opération de com a été lancée par Airbnb cette semaine. En effet, c'est Ken qui pourra accueillir peut-être les futurs locataires de courte durée de cette maison à Malibu entre le 21 et le 22 juillet prochain. Airbnb qui précise que la nuitée sera reversée en don à Save the Children, qui est une association qui fournit des ressources pédagogiques et soutien aux enfants et familles dans plus de 100 pays. Et qui plus est, Ken, je vous rappelle que c'est Ken qui habite chez Barbie, les garçons, c'est pas Barbie qui habite chez Ken. Mais moi, je suis pour l'égalité des sexes. Magnifique. Et ça vise justement comme opération à rendre hommage à l'autonomisation des filles à travers le monde. Et oui, messieurs, dames. Alors, ok, le coup de com' est rigolo, jusque-là tout va bien, mais sauf que jouer à la poupée, c'est pas du tout au goût des législateurs, en tout cas français. Il y a quelques semaines, au mois de mai, 4 parlementaires lançaient un appel au gouvernement pour mieux encadrer les plateformes de location saisonnière. Il n'y a pas qu'Airbnb qui est en l'occurrence concerné, même si le site du dit appel des parlementaires s'appelle encadronsairbnb.fr. La requête concerne aussi Abritel ou encore Booking, location de courte durée à encadrer justement pour pouvoir être une solution à la crise du logement. Ça vous semble être un cheval de bataille aujourd'hui nécessaire, Rodrigo? Je suis partagé. Les nuisances sont évidentes.
On voit Dubrovnik qui vient d'interdire les valises à roulettes chez eux parce que c'est tout le temps des gens qui passent. Moi, j'ai la chance d'habiter le Marais depuis 30 ans. J'ai cru que tu allais dire que tu avais la chance d'habiter Dubrovnik. C'est insupportable le week-end quand le Marais devient piéton. On ne peut même plus circuler chez soi. Il n'y a plus de petits magasins. Tout est devenu galerie marchande avec des magasins de fringues. Donc, je comprends que des centres-villes qui se transforment en hôtels gênent les voisins. Je comprends. De l'autre côté, je m'interroge pourquoi des gens mettent leur chambre en location sur Airbnb ou d'autres plateformes. Je ne parle pas des sociétés qui le font, qui eux achètent des appartements, etc. Donc peut-être que les fins de mois sont difficiles, peut-être que l'inflation est trop haute. Moi, j'aurais tendance à soutenir le pouvoir d'achat de ces gens-là, de se dire il faut que je monétise un actif que j'ai aujourd'hui, comme on a pu louer sa voiture sur des plateformes. Je régulerais peut-être les sociétés qui, elles, mettent des bureaux, comme on a dans le 8e, où c'est mort la nuit parce que c'est que des bureaux, ou qu'on a transformé un centre-ville en location. Voilà, je suis assez partisan du marché libre, en fait. C'est un libertaire, je l'ai toujours dit. Stéphane, il faut quand même rappeler que les 2 députés et les 2 sénateurs qui sont à l'origine de l'appel se sont réunis au-delà des clivages partisans, mais surtout, ils donnent bien ce chiffre, 4,1 millions de personnes sont non ou mal logées en France, et la location saisonnière, pour répondre à la question de Rodrigo, est plus lucrative que la location de longue durée. Ces logements sont donc plutôt proposés aux touristes aux dépens de la population locale. Ben oui, de toute façon, comme l'a dit Rodrigo, c'est on a un bien, on a envie d'en tirer le maximum, et donc je pense que c'est, à moins d'en avoir plusieurs et de dire voilà, tiens, ceux-là seront destinés à une location longue durée. Il y a eu quand même beaucoup de procès au détriment de ceux qui faisaient ça, qui faisaient donc du business, et donc qui ont dû... la mairie de Paris a été très forte là, de ce côté-là, parce que j'ai pas mal d'amis qui profitaient de ce système-là et qui ont dû faire le nécessaire pour passer... pour louer de façon normale, en longue durée, même si c'était des meublés, leur appartement. Néanmoins, je pense que tout ça est un peu hypocrite, d'une certaine manière. C'est que c'est vrai que ces députés, ils ont raison de notifier qu'il y a des millions de personnes qui ne savent pas se loger, mais c'est vrai que ces plateformes vont être mises à contribution pour les JO dans un an, parce qu'il n'y a pas assez de nuits d'hôtel. Et donc là, ils vont déjà virer les étudiants des Crous pour pouvoir placer... Il n'y a pas que Airbnb. Donc voilà, donc en gros, ils devront trouver quand même, il y a 1,5 million de nuitées, je crois, qui sont disponibles à Paris. Ça ne suffira pas pour accueillir les 15 millions potentiels de visiteurs qu'on va pouvoir... Et donc actuellement, les prix sont en train de flamber. Ceux qui veulent rembourser de façon anticipée leurs prêts bancaires, ils pourront utiliser la manne de ces 15 jours, 3 semaines, en juillet et août prochain, quoi. D'autant plus que les associations d'étudiants dénoncent depuis 2 rentrées déjà la surenchère des propriétaires qui préfèrent louer en courte durée plutôt qu'aux jeunes, plutôt qu'à ces étudiants. Là, on est en train de pouvoir commencer à savoir pour les lycéens, les lycéennes qui sont ces futurs étudiants et étudiantes, où se loger, dans quelle ville étudiante faire ses études. C'est une question qui va être très concrète pour beaucoup d'entre vous autour de cette table dans quelques jours. La FAGE rappelle notamment, la FAGE qui est évidemment la Fédération des associations générales étudiantes, que 700 000 étudiants boursiers font leurs études en France et qu'il n'existe que 233 000 logements étudiants à caractère sociaux. On a vraiment un trou dans la raquette. Là, il y a des chiffres qui ne collent pas. Les calculs ne sont pas bons, messieurs, dames. Les calculs ne sont pas bons, messieurs, dames. Effectivement, c'est un parcours du combattant pour trouver un logement étudiant. Il faut se porter caution avec tout un tas de garanties qui sont absolument dingues. Et quand on n'est pas salarié pour fournir les garanties en question, c'est pas hyper simple. Donc il y a un vrai sujet là-dedans, et c'est hyper anxiogène aussi pour les jeunes et pour les parents. Donc ça rajoute au stress de Parcoursup. Il y a des solutions, des boîtes type Garant-Me qui mettent des cautions pour les gens. Mais ça coûte un bras. Je serais plutôt partisan de faire un blocage des prix. Sur les chambres, sur des plateformes de particuliers, sur les chambres d'hôtel par catégorie, en se disant voilà, on a une très belle ville, on a plein de villes, et voilà, on ne peut pas vendre une chambre à plus de 200 ou 300 ou 400 si on est dans telle catégorie de prestations, plutôt que d'interdire les gens qui, eux, encore une fois, ont du mal à faire les fins de mois. Moi, je connais pas mal de gens qui mettent en location parce qu'ils n'ont pas le choix que de faire autrement, comme ça. Comme ça, mais... Et on paye déjà des impôts dessus, c'est très bien. Vous avez vu dans votre déclaration d'impôt le mois dernier, on met combien on reçoit. Donc voilà. Moi, je permettrai à tout le monde de louer, mais peut-être je ferai un blocage des prix pour que...
éviter la surenchère et l'inflation des prix. Dernier mot avec toi. Pour la Fashion Week, ils n'ont pas fait un blocage des prix là, cette non, semaine. Je confirme. Là, j'ai des amis qui sont venus, ils m'ont dit c'est quoi ces prix? Ils ne pouvaient pas. Non, franchement. Je donne un exemple. Quand j'étais à Web Summit, une conférence au Portugal, à Lisbonne, en novembre dernier, ça fait 3 fois et demi sur cette semaine-là, le prix des chambres d'hôtel par rapport à la semaine d'avant ou la semaine d'après. Donc le yield management, c'est plutôt là-dessus que je régulerais. Tu voudrais l'interdire des gens. Et on rappelle en l'occurrence que Lisbonne comme Paris ont été 2 des capitales européennes les plus justement enclines à réguler le nombre de nuitées, notamment par an, disponibles en séjour de courte durée par rapport à ces plateforme. Merci messieurs, dames. C'est ainsi que s'achève ce débat. Je ne sais pas qui l'a gagné. Tout le monde l'a gagné. Tout le monde gagne autour de cette table. Certainement pas, monsieur. Certainement pas. C'est le pouvoir d'achat qui gagne. C'est le pouvoir d'achat qui gagne. Si vous voulez. Salut Michel Edouard. Chacun a son vainqueur. Merci en tout cas à tous les 3, Stéphane, Rodrigo et Isabelle, pour ce beau débat dans le Club Actu d'École du Futur. Nous on se retrouve dès demain pour d'autres aventures.